Bienvenue au palais présidentiel de Koulouba où nous reçoit le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel pour un entretien exclusif dans le cadre de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le Mali qui a donc guidé les premiers pas de la Confédération des États du Sahel. Quel bilan, quel acquis, quelle perspective? Le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel nous répondra tout à l'heure. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Fousseni Tounkara de la cellule de communication de la présidence ici à Koulouba. Bonsoir Fousseni. Bonsoir Sira, bonsoir Excellence. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce plateau. Monsieur le Président, une année de présidence de l'AES, c'est un parcours. Ce sont des étapes. Dites-nous, quels ont été les premiers actes posés lors de votre présidence? Quel est votre regard? Merci Sira. Et tout d'abord, je voudrais rendre un hommage mérité au peuple souverain de la Confédération, c'est-à-dire les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et qui ont très vite compris les enjeux de notre combat qui s'articulent autour de la vision du respect de notre souveraineté, du respect des intérêts de nos peuples. Donc je voudrais vraiment les remercier et surtout les demander de rester toujours mobilisés, engagés et que le combat n'est pas terminé. Excellence, quel était votre objectif en acceptant de diriger l'AES pour cette première année? Donc avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur les motivations de la création de la Confédération. C'est lorsque certains pays africains ont décidé d'agresser le pays frère du Niger, et c'est en ce moment que nous avons décidé d'apporter notre soutien de fraternité et surtout militaire pour vraiment défendre l'intégrité et la souveraineté du pays frère du Niger. Et il faut le reconnaître que cette menace d'agression était réelle. Parce que l'un des présidents même de ces pays africains qui avait décidé d'agresser le Niger m'avait appelé pour nous dissuader de ne pas s'interférer dans cette situation. Et en son temps, il m'a demandé si toutefois on était au sérieux. Et je lui ai répondu si nous ne sommes pas au sérieux et tenté d'agresser le Niger, et vous allez voir la suite. Donc après une heure de discussion, le président en question avait vraiment été sûr et il disait qu'il était le seul rempart pour pouvoir voir une éventuelle négociation. Mais il disait que la décision d'agresser le Niger était déjà validée. Donc c'est pour vous montrer jusqu'à quel point cette menace était réelle. Ensuite, il a essayé de m'expliquer que la situation du Niger était différente de la situation du Mali et du Burkina. Selon son terme, s'il laissait le président Bassoum en son temps, ça serait le tour de qui après? Bon, j'ai répondu simplement, si nous aussi on vous laisse agresser le Niger, ça serait le tour de qui après? Donc c'était de bonne guerre. Donc finalement, je pense qu'il est revenu à la raison quand il a vu qu'on était réellement décidé à défendre le Niger. Donc c'est pour vous dire que cette menace était réelle et pour vraiment formaliser notre union, donner un caractère juridique légitime à notre union pour défendre le Niger, nous avons décidé et signé à l'unanimité et de façon simultanée la charte de Liptako-Gourma pour instituer l'Alliance des États du Sahel. Et dans cette charte de Liptako-Gourma, à son article stipule la mise en place d'une défense collective et d'assistance mutuelle entre les États membres. Aussi, dans son article 4, vise à combattre les groupes armés terroristes sous toutes ses formes, la criminalité transfrontalière et surtout le banditisme. Donc dans son article 6, ce qui est le plus important, qui dit l'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un État membre de l'Alliance sera considéré comme une agression et obligera une assistance collective et mutuelle des autres membres de l'Alliance. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité et je pense que c'est ça qui est la garantie de cette confédération.
Alors, vous l'avez dit, c'est parti d'un pacte de défense nationale. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est 3D, diplomatie, défense et développement. Aujourd'hui, vous êtes allé sur cette base. Nous allons commencer par le volet défense, qui n'est pas des moindres au sein de la Confédération. Dites-nous, quelles sont les avancées notoires que nous pouvons noter aujourd'hui par rapport à cette question de défense? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'harmonisation, de la coordination des actions militaires? Donc, quand vous regardez de près la charte du Liptako Gourmand ne contenait qu'un seul pilier, le pilier défense et sécurité. Donc, conscient du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la défense aux questions de développement. Et comme on le dit, sans le carburant, le char ne marchera jamais. Donc, aussi conscient du fait que sans une diplomatie soutenue, ces deux piliers ne pourront pas prospérer. Raison pour laquelle, lors de la déclaration de Niamey, nous avons décidé qu'il a consacré plutôt la création de la Confédération. Donc pour élargir le pilier de défense aux deux autres piliers, à savoir défense, sécurité, et développement et diplomatie. Donc pour revenir à votre question concernant les questions de défense et de sécurité, il faudra reconnaître depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024, à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et des chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée, parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc c'était le début de la montée en puissance. Donc aussi il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien de Alou Blonenbe du Mali. Donc toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc comme vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée. Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité, bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, de mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, depuis 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récents sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, et ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Est aujourd'hui est parvenu à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité d'acheter aisément les équipements, parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment, force est de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit, et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles
Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui la Confédération AES a marqué beaucoup de points en termes de défense et sécurité. Non seulement nous avons la liberté d'action, nous avons l'initiative, et aujourd'hui la force unifiée est déjà opérationnelle. Et elle va prendre le relais. C'est-à-dire depuis 2023, ces opérations étaient déjà en cours, mais il fallait mettre une organisation plus simple, plus adaptée, pour que les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux puissent se reposer un peu. Donc cette force unifiée, c'est la nouvelle dynamique pour continuer le combat contre le groupe armé terroriste. À vous entendre, Monsieur le Président, on est rassuré que la stratégie AES va s'adapter aux réalités du terrain. Exactement, c'est militaire en réalité. L'ennemi, c'est un jeu de cache-cache. L'ennemi va aussi faire la lecture de tout ce qu'on est en train de planifier. Donc on va changer de mode opératoire en fonction des enjeux ou des objectifs à atteindre. Donc comme nous aussi, on va pouvoir développer des modes opératoires pour les contrer. Mais c'est de bonnes guerres. Ce qui est sûr et certain, nous devons nous préparer vraiment à développer encore des stratégies et surtout anticiper. Le problème, c'est l'anticipation. Alors, si nous parvenons à anticiper, nous allons pouvoir les neutraliser à temps et puis la paix va changer de camp. Mais toutefois, ce sont ces groupes armés qui ont l'initiative. Non seulement ça va perturber notre dispositif, ça va créer plus de peur au sein de nos populations. Donc moi je suis rassuré que nos populations n'étaient pas habituées à avoir certaines tensions dont les gens ne pensaient pas aujourd'hui s'attaquer à des citernes. Les gens n'ont jamais imaginé que cela pouvait arriver parce que les cibles qui étaient choisies, soit c'était des objectifs militaires. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'ils sont en perte de vitesse et qu'effectivement ces terroristes sont réellement harcelés. La donne a changé. La donne a changé. Donc forcément, ils vont vouloir jouer sur le maillon faible, et qui est la population qui a les ressources stratégiques. Donc je pense que l'espoir est permis. Alors, Excellence, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat et aujourd'hui c'est vraiment une évidence. La Confédération des États du Sahel a renforcé sa coopération militaire. Dites-nous un peu sur cette coopération. Donc, concernant la coopération militaire de l'Alliance des États du Sahel, avec certains partenaires sincères comme la Fédération de la Russie, la Turquie, la Chine, c'est une réalité. C'est des coopérations pragmatiques, c'est des coopérations de sincérité et surtout d'efficacité. Dans un partenariat, le plus important d'abord, c'est le respect mutuel. La façon dont chacun se regarde, la façon dont les uns et les autres sont traités et la façon dont chacun essaie de préserver ses intérêts. Donc je pense que le plus important aujourd'hui avec ces trois États, il y a d'autres partenaires, mais les plus stratégiques, ce sont ces trois États que je viens de citer. Vraiment, ces pays, il faudra les reconnaître, nous ont aidés dans les moments difficiles. Les moments où certains pays nous ont abandonnés et aussi étaient dans toujours cette dynamique de nous déstabiliser. Quand nous avons demandé l'appui de ces pays, effectivement, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés. Quand vous regardez aujourd'hui certains matériels dont nous disposons des équipements militaires, comme j'ai dit, vous avez tantôt à avoir de l'argent, c'était pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes parvenus à nous procurer de ces matériels. Aussi, quand vous regardez souvent l'acquisition des matériels, souvent c'est des années. C'est des années de planification, souvent 2 ans, 3 ans.
Mais dans l'urgence, dès que nous avons tout le temps parlé à ces présidents, ils ont très vite donné les instructions à leur gouvernement pour que nous puissions vraiment accéder. Les matériels qui sont en train de venir au Mali actuellement, ce n'était pas évident. Mais quand j'ai parlé au président Xi Jinping, il montre la nécessité et que nous sommes en guerre. Et devant tout le monde, il a aussi tout donné la priorité au Mali. Et ces instructions, il veille de façon scrupuleuse sur cette décision pour que ça puisse se réaliser. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est une réalité, les gens voient les matériels en train de venir. Donc c'est pour vous dire que c'est de la sincérité, c'est un partenaire pragmatique. Donc avec ces différents partenariats, en fait, nous sommes parvenus à changer la donne au niveau du Sahel en termes de lutte contre les groupes armés terroristes, en termes de réorganisation de nos armées. Alors ça nous permet d'introduire la question de diplomatie qui n'est pas de moindre, Monsieur le Président. Les États s'imposent par la diplomatie aujourd'hui. Nous avons constaté que l'AES parle d'une seule voix. C'est très important pour les États du Sahel pour pouvoir se faire entendre au niveau international. Dites-nous, quelle est l'harmonisation à ce niveau? Comment arrivez-vous à harmoniser vos points de vue et parler d'une même voix? Donc, effectivement, vous avez raison. Quand il y a eu la confédération, la naissance de la confédération, bon, certains ne nous prenaient pas au sérieux, mais aussi il y avait cette dynamique de nous diviser, de nous distraire. Donc il fallait comprendre cette stratégie et pouvoir aussi la contrer. Donc heureusement, on a vite compris et nous nous sommes préparés. Parce que la dynamique qui a été en place, c'était de pouvoir faire en sorte que l'AES ne puisse pas exister. Donc même, vous allez voir, même en termes d'invitation pour participer à certaines conférences, à certaines réunions, ils invitaient les gens individuellement. Donc nous avons essayé de mettre fin à ça. Si les trois États sont invités par une organisation ou par un pays, nous avons demandé que ça soit sous le sceau de la Confédération. Donc ça, c'était un premier pas. Donc aussi, nous avons harmonisé notre vision, nos positions, et quant au niveau des instances internationales ou sous-régionales, lors des votes où si certains pays demandent notre appui, c'est dans le cas de l'AES. Donc on se concerte, on soutient, puis on valide. Donc cela nous a vraiment permis de pouvoir s'imposer sur la scène internationale, parce que l'objectif final avec la Confédération, c'était non seulement de rendre la Confédération opérationnelle, mais surtout de faire en sorte que cette organisation puisse être un partenaire incontournable, non seulement sur le plan sous-régional, mais sur le plan international. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité que l'AES est devenu irréversible et c'est un partenaire fiable aussi, un partenaire incontournable. Donc vraiment, la diplomatie a joué son rôle et nous allons continuer encore à renforcer davantage ses acquis. S'imposer sur le plan international n'est pas chose aisée. Alors comment l'AES répond-elle aux critiques extérieures? Vous savez, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... C'est la guerre des intérêts, c'est des conflits de positionnement. Tout est lié souvent à des questions de ressources. Donc ces pays qui autrefois s'accaparaient aisément de nos ressources et essaient toujours de nous mettre dans des conditions misérables. Et la dynamique a changé avec les autorités de l'AES, parce qu'aujourd'hui nous nous inscrivons dans la dynamique de défendre tout ce qui est notre souveraineté, de défendre les intérêts de nos peuples. Et ces intérêts sont forcément aujourd'hui liés aux ressources stratégiques, tout ce qui est l'or, tout ce qui est le lithium, tout ce qui est gaz, tout ce qui est uranium. Donc c'est le changement de cette dynamique. Nous avons demandé un partenariat gagnant-gagnant, mais ceux qui pensaient chaque fois nous traiter des pays misérables ont très vite compris et se sont très vite rendus compte que c'est eux qui sont misérables et c'est eux qui sont pauvres. Donc c'est de bonnes guerres, je ne les en veux pas s'ils défendent les intérêts comme tout pays doit défendre ses intérêts, mais ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher, il ne faut pas se cacher la face. Ils vont toujours tenter de nous créer des narratifs, non seulement pour jouer sur nos réputations. Comme on le dit, c'est la guerre d'influence et de manipulation. C'est des questions géopolitiques. Quand vous regardez en termes d'influence, en ce moment, il parle de soft power, hard power.
C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous influencer par la manière douce, soit à travers tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est la culture. Ils peuvent aussi saper votre réputation, comme cela se passe actuellement, avec les critiques, la campagne des informations, le tourisme médiatique. Ça, c'est une façon effectivement d'influencer et de manipuler. Mais aussi, il y a l'autre aussi qui est hard power. Ça veut dire que, vous avez vu, il y a une puissance actuellement dans sa politique de sécurité nationale a prévu d'agresser pour défendre ses intérêts. Donc, s'ils ont leur intérêt dans votre pays, si ça ne marche pas, ils sont capables de vous agresser. C'est pour vous dire qu'en termes de défense d'intérêt, il n'y a pas d'état d'âme. Donc, ces critiques, nous devons les comprendre et non seulement faire face, et pour que nous, le plus important, ce sont nos populations. Et ce sont nos populations aujourd'hui qui nous soutiennent et c'est notre raison de vivre et c'est notre raison de défendre toutes ces questions de souveraineté. Donc nous ne devons pas avoir peur de ces critiques. Le plus important, c'est toujours l'état d'esprit. C'est toujours l'état d'esprit parce que c'est une guerre psychologique. Votre perception ne peut pas être une réalité pour moi. Il faudra comprendre comme ça. Quand vous pensez que je ne suis pas bon, cela n'engage que vous. Mais moi, c'est une autre réalité. Donc nous devons comprendre que c'est leur perception, ça n'engage que eux. Donc ces perceptions ne peuvent pas devenir des réalités pour nous. Donc le moment qu'ils vont continuer à nous coller des narratifs, à jouer sur des questions des droits de l'homme pour essayer de créer des problèmes au niveau des instances internationales, il faudra comprendre qu'ils ne vont pas lâcher. Et tous ceux qui ont accepté leur dictat, ils ont un système tellement bien fait, même si la personne est sale, dès que vous acceptez, surtout ils vous lavent, ils vous mettent du parfum, et vous dites qu'il est bon, c'est l'homme qu'il faudra fréquenter. Donc c'est la politique de 2 poids et 2 mesures. Donc le plus important, c'est parce qu'ils défendent leurs intérêts, ils sont capables de tout. Donc c'est à nous de comprendre que c'est une question de guerre d'intérêt, une question de positionnement géopolitique, géostratégique. Et c'est à nous aussi de défendre pour nous. Aujourd'hui, l'AES, aujourd'hui, pays, comme j'ai dit, est une nouvelle dynamique géopolitique incontournable. Avec toutes ces ressources stratégiques que nous avons, l'uranium, le lithium, l'or, on peut faire beaucoup de choses. Et ils savent. Ils savent. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, c'est une question de géopolitique. Il y a des partenariats qui sont quand même jugés utiles aujourd'hui et gagnant-gagnant, tels qu'avec la Russie ou encore la Fédération de Russie ou encore la Turquie. Dites-nous, vous êtes à quel stade aujourd'hui par rapport à ces partenariats? L'AES s'est mis à quel niveau? Bon, il faudra comprendre avec certains pays, quand vous prenez la Russie, nous avons les partenaires à 2 niveaux. Les partenaires sur le plan sécuritaire, et les partenaires aussi sur le plan économique, sur le plan développement. Donc les 2 niveaux existent avec la Russie. On a pratiquement à plusieurs niveaux avec la Russie. Avec la Turquie, ça c'est effectivement, il y a aussi les partenaires dans le cadre de la défense et de la sécurité, aussi dans le cadre du commerce et toutes ces actions de développement. Avec la Chine, c'est plutôt dans le cadre des questions de développement. Bon, les questions de sécurité, c'est juste l'achat des équipements. Donc aujourd'hui, on a ces différents niveaux de partenariat, tantôt sur le plan sécuritaire, tantôt sur le plan économique et aussi sur le plan de développement. Quand vous regardez avec la Russie ou la Chine, nous avons des projets, par exemple, concernant la Russie, il y a la construction de l'usine d'affinage qui est en cours. Il y a aussi la construction, la centrale solaire de Sanangoroba aussi qui est en cours. Ensuite, il y a d'autres projets de construction de barrages. Donc, avec la Chine aussi, on a la centrale solaire de Safo, Safo 1, Safo 2. Aussi, on a en cours aussi un autre projet de construction de centrale solaire à Koulikoro. Donc, tous ces projets nous permettent aujourd'hui vraiment de coopérer et de renforcer davantage nos partenaires avec ces pays. C'est des questions de gagnant-gagnant. On est contre personne, l'AES n'est contre personne, mais nous défendons nos intérêts comme tout pays sérieux ou toute organisation sérieuse doit défendre ses propres intérêts. Donc ces partenaires sont en train d'évoluer en fonction de nos intérêts.
D'accord, et ce qui nous permet d'introduire le volet développement qui n'est pas des moindres. Tout ce dont vous venez de parler, tout cela concourt au développement. Dites-nous, quels sont les acquis économiques aujourd'hui que nous pouvons noter sous votre présidence de l'AES? Dans le cadre des questions de développement, il y a dans la feuille de route, il était demandé d'abord de créer la banque de développement et d'investissement. Donc aujourd'hui, je pense que cette banque aujourd'hui est une réalité. Elle est déjà créée, le conseil d'administration a été déjà mis en place. Il y a eu la nomination de ses membres. Donc cette banque aura un capital de 500 milliards. Donc cette banque va nous permettre de financer les projets de la Confédération, non seulement dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine du transport. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand vous regardez, nous avons décidé de transformer l'autorité de développement intégré de l'Iptako Gourmand ALG en agence d'exécution pour les projets et programmes de la Confédération. Donc cette transformation est déjà en cours. On a mis une administration provisoire pour 6 mois. Il y a eu un audit aussi qui est en cours. Il y a eu un comité d'experts qui est en train de travailler sur la transformation de cette agence d'exécution. Je pense que le processus doit être finalisé d'ici normalement à la fin 2025. Et aussi, les premières opérations doivent commencer en 2026. Donc, tous ces acquis et la transformation de l'autorité de développement intégré de l'Iptako Gourmand. Aussi, nous avons décidé aussi les prélèvements de la Confédération, le prélèvement confédéral et PCAS, qui était autrefois quand nous avons rompu avec la CEDEAO. Nous avons aussitôt transféré ce prélèvement confédéral qui a de prélever 0,5% sur toutes les marchandises importées. Donc ce montant qui est dans un compte spécial permettra aussi, en plus de la banque, non seulement financer nos projets, mais aussi ces montants aussi, ces fonds peuvent aussi renforcer la banque. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ce dispositif qui est déjà en place. Donc dans le cadre de l'intégration de nos populations, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient demandées dans la feuille de route pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Et cela nous a permis de mettre en place la carte d'identité biométrique AES, les passeports biométriques AES. Donc aussitôt, nous avons aussi, parce qu'il fallait dès le début marquer l'esprit de nos concitoyens et surtout l'international de la création de la Confédération. Et cela passait forcément par la mise en place des symboles. Ces symboles qui affirment notre adhésion, notre appartenance à l'organisation. Et c'est en ce moment que nous avons non seulement créé le drapeau de l'AES, donc qui a été lancé officiellement le 3 mars. Et nous avons aussi créé l'hymne de l'AES qui a été lancé au mois de juin 2025. Donc toutes ces actions non seulement ont permis d'installer, de donner des fondements de base, un soubassement, une base solide à la Confédération. Maintenant, il y a le soubassement, maintenant, il s'agira maintenant de continuer avec la construction de la maison. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions majeures qui ont été vraiment réalisées. Alors parlons des aspects un peu spécifiques. Alors quelles initiatives ont été prises pour renforcer les infrastructures communes? Je parlerai de routes, énergie, commerce transfrontalier, entre autres. Dans le cadre du développement en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de transport, d'abord nous avons demandé qu'il y ait des rencontres sectorielles pour harmoniser d'abord les procédures au niveau des différents départements. Ensuite, il y aura la validation d'un certain nombre de projets qui seront validés par les chefs d'État. Et ces projets seront financés soit par la banque ou soit par le prélèvement confédéral. Et ces projets seront exécutés par l'agent d'exécution de la Confédération, qui est la transformation en cours de l'autorité de développement intégré de l'Iptako Gourmand. Donc il y a plusieurs projets, mais certains projets jusqu'à présent sont en attente, tels que la mise en place de la nouvelle compagnie
aérienne, peut-être qui sera pris en compte par le deuxième mandat. Il y a aussi la mise en place du chemin de fer Bamako, Ouattara, Niamey. Donc il y a plusieurs actions, plusieurs projets qui sont en attente. Donc nous avons mis les sous-bassements, les bases solides. Et maintenant, je pense que nous serons plutôt orientés pour le deuxième mandat sur le projet de développement. Toutes ces questions de sécurité, nous avons fait. Il y a eu la force unifiée qui est déjà en place. Et nous avons rendu l'espace AIS transformé en un théâtre unifié, un théâtre unique. Ça veut dire que toute violation de l'espace, soit du Burkina, du Mali, du Niger, deviendra la violation de la Confédération. Et que Dieu nous en garde, et tous les pays qui ont des services de renseignement dignes de ce nom savent jusqu'où la Confédération est équipée et les moyens d'agression dont nous disposons pour nous défendre. Et je pense qu'en plus de la lutte contre les groupes armés terroristes, l'Est aujourd'hui a la capacité d'engager un combat, une guerre de haute intensité. Donc, mais cela ne peut pas aller sans que ça soit soutenu par des actions de développement. Voilà, parce que c'est avec les questions de développement, les ressources que nous allons acheter les équipements militaires. Donc, force est de reconnaître que nous allons nous focaliser certainement lors du deuxième mandat à faire plus d'impact en termes de réalisation des projets, parce que la population ne voit que les réalisations, et surtout des projets qui contribuent à leur épanouissement. Monsieur le Président, le volet communication est un volet très important aussi. Pour pouvoir s'imposer aujourd'hui, il faut donner la bonne information. L'AES est dans cette dynamique. Qu'est-ce que nous pouvons noter aujourd'hui comme acquis sous la présidence malienne de l'AES sur le volet communication? Merci. Dans le cadre du volet communication et pour la feuille de route de l'A1, il était prévu de mettre en place un dispositif de communication. D'abord, il devait avoir la réalisation de la télé AS, dont on avait donné la mission au Mali, et la réalisation de la radio AIS au Burkina et la réalisation de la presse écrite au Niger. Donc ces trois États devaient avoir ces différents dispositifs, mais chaque pays aura les démembrements. Par exemple, le siège de la télé sera à Bamako, mais il y aura des démembrements au Burkina et au Niger, et vice-versa. Donc l'objectif de ces dispositifs, non seulement c'est donner la bonne information à nos populations, aussi de contrecarrer cette campagne de désinformation visant non seulement à terroriser nos populations, et surtout à déstabiliser nos États. Je pense qu'aujourd'hui, la télé AS est une réalité. La radio aussi au Burkina est pratiquement terminée. Et il y a eu la nomination du directeur de la télé AS, le coordinateur, avec certains membres. Je pense qu'ils vont vite se mettre à la tâche et pour nous aider non seulement à bien informer nos populations, mais surtout à contrecarrer ce tourisme médiatique et soutenu par des sponsors étatiques. Alors, Monsieur le Président, par rapport au volet communication, la Web TV aussi a été créée. Effectivement, la Web TV, la plateforme digitale, était d'abord le premier dispositif mis en place pour soutenir les volets communication. Et aussi, il y a eu la mise en place d'un réseau de communication AIS pour faciliter les communications dans nos différents pays, et les systèmes free roaming. Donc, il y a eu tout un dispositif qui est déjà en place et qui va nous permettre non seulement de faciliter, de donner de bonnes informations, de faciliter la communication dans l'espace AIS. Monsieur le Président, on va finir sur cette question. C'est ce message au peuple de l'AES qui est tout oui aujourd'hui. Quand le président de la Confédération parle, le peuple est intéressé forcément. Quel est ce message aujourd'hui en termes de perspective? À quoi le peuple de l'AES peut s'attendre dans les jours, les années à venir? Donc, le peuple de l'AES doit s'attendre à une transformation toujours de la Confédération de la façon positive. Et les enjeux sont connus, et tout ce qui est action, tout ce qui est secteur de la sécurité, et effectivement, ils ont vu, il y a des impacts. Il y a des impacts positifs, il y a de l'amélioration, bien vrai qu'il reste toujours quelques défis. Mais dans le domaine du développement, c'est là-bas que le peuple doit réellement voir
Donc, je pense que les projets qui sont en cours d'exécution, d'autres qui seront planifiés, permettront de donner satisfaction aux revendications légitimes de nos populations en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, en termes d'énergie, en termes d'agriculture, en termes d'entrepreneuriat. Donc, c'est tous ces domaines. Dès que nous aurons vraiment à faire des réalisations que le peuple sera en mesure de sentir réellement. C'est vrai que nous avons le soutien du peuple dans les moments difficiles, les raisons pour lesquelles nous avons tout le temps salué la résilience de nos peuples. Mais cela dit, nous devons travailler et aller très vite avec la réalisation de ces projets pour donner une visibilité à nos actions. Mais aussi, nous demandons toujours à la population de rester mobilisée, de rester déterminée, parce que c'est de bonnes guerres. Ces gens, ils connaissent nos intentions. Ils vont toujours forcément tenter de contrecarrer nos actions. Donc, la population, c'est notre raison d'être. Nous défendons les idéaux qui sont portés par nos populations, des idéaux panafricanistes, des idéaux de respect de notre souveraineté et surtout la défense des intérêts de nos populations. Parce que si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes les exécutants. Nous mettons en œuvre la volonté populaire de nos différents États et dans le bon sens. Donc une fois de plus, vraiment, je voudrais encore les rendre hommage, les remercier de tout le soutien dont nous avons bénéficié pour le premier mandat, mais de continuer. Parce que c'est un combat de longue haleine. Et comme on dit dans l'armée, souvent il y a de l'attrition, il y a l'usure, il y a la fatigue, il y a le découragement, parce qu'il y a tous ces dispositifs qui est mis en place à travers nos adversaires, visant à démoraliser nos peuples, visant à déstabiliser nos pays. On va forcément avoir des impacts sur certains citoyens, peut-être qui n'auront pas un esprit en acier, et peuvent être déséquilibrés et ça peut souvent créer certains problèmes de compréhension ou de soutien. Mais nous devons comprendre que l'Est aujourd'hui est devenu une réalité irréversible. Et nous avons pris un chemin de non-retour et nous avons embarqué avec nous nos populations, dont nous allons aller jusqu'à destination. C'est comme quand vous prenez une arme, vous tirez, dès que la cartouche sort du bout du canon, la cartouche jusqu'à sa destination. Il n'y a pas de lieu de reculer. Donc, raison pour laquelle nous demandons encore de se remobiliser, de s'armer moralement et de continuer le combat jusqu'à la pacification de l'espace AIS et aussi jusqu'à la satisfaction des besoins vitaux de nos populations. Merci. On le souhaite vivement. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Fousseni pour l'accompagnement. Merci Sira, merci Excellence. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme de cet entretien exclusif que nous a accordé le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire pour que fiers de leur passé, les enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats de Santos, déterminés. Suivez le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES à Bamako les 22 et 23 décembre 2025